Bonjour, Monsieur Jean-Claude Lestrac. Vous êtes secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Vous avez été plusieurs fois ministre du gouvernement mauricien. Vous êtes écrivain, journaliste, connu et respecté pour sa rigueur d'analyse, sa liberté de jugement. En quoi tout ce parcours vous a-t-il poussé à vous porter candidat à la succession d'Abdou Diouf? Personne ne remplaça véritablement le président Diouf, qui a eu l'influence que l'on sait sur l'évolution de l'organisation internationale de la francophonie, notamment en matière de ce que lui-même a appelé ce magistère d'influence au plan politique et diplomatique. Je n'ai pas décidé, d'autre part, c'est mon pays, Maurice, qui a estimé que, en quelque sorte, le temps de l'océan Indien est venu, mais ça rejoint aussi une réflexion qui se tient dans les milieux de la francophonie depuis plusieurs années, à l'effet que la francophonie doit peut-être s'ouvrir davantage, à s'intéresser à cette partie du monde, l'Afrique australe, l'Afrique orientale, l'océan Indien, où il se passe tant de choses de pertinentes pour la francophonie. Mais aussi, c'est peut-être le deuxième élément, on sent bien les uns et les autres que la francophonie est en quelque sorte à la croisée des chemins. Elle a connu deux grandes étapes. La première, c'est celle de la francophonie culturelle. C'est d'ailleurs une idée africaine, hein, contrairement à ce qu'on entend dire de temps en temps. Elle est née en terre africaine, elle est née grâce à la vision du président Senghor, du président Houphouët-Boigny, de Bourguiba. L'idée à l'époque était de constituer en quelque sorte un Commonwealth à la française, hein, c'était l'expression qui était utilisée par le président Senghor lui-même, et qui avait fait donc de cette matrice culturelle le fondement et la spécificité de cette organisation internationale comparée à d'autres. Ensuite, le président Diouf a apporté cette dimension politique, diplomatique, l'accompagnement de nos États sur le plan de la promotion de la démocratie, de l'état de droit, du respect de la diversité, qui est une des missions essentielles de la francophonie et dont on voit aujourd'hui combien cette mission reste d'actualité quand on constate ce qui se passe dans un certain nombre de nos pays, l'intolérance, mère de violence, de haine. Mais aujourd'hui, on se rend également compte qu'il faudrait peut-être envisager un nouveau pilier à cette francophonie, qui est celui de l'économie. C'est la raison pour laquelle, déjà au dernier sommet à Kinshasa, la question a été posée. Il a été demandé d'ailleurs de présenter à Dakar, à la prochaine réunion, un rapport sur la question économique, sur ce que peut être cette francophonie de l'économie. Alors, en nous appuyant sur ce qui a été fait, en nous appuyant sur le culturel, sur le politique, sur la promotion de la langue, qui est une valeur ajoutée, et nous souhaitons apporter davantage de focalisation sur la question de l'économie. Et quand je dis économie, je pense surtout à un aspect, qui est un aspect à mes yeux fondamental. C'est la question de l'industrialisation de l'Afrique. Et quand on regarde nos problèmes, quand on pense à ce qui se passera avec la démographie de l'Afrique, on se pose la question avec angoisse des fois, mais comment va-t-on occuper notre jeunesse? De quelle manière va-t-on leur offrir un avenir? Où trouveront-ils les emplois dont ils auront besoin pour gérer leur propre vie, pour fonder des familles, offrir l'éducation à leurs enfants, avoir l'accès à la santé? Je ne vois pas d'autre moyen, moi, que de pousser à une stratégie, mais volontariste et systématique d'industrialisation. D'autant plus que l'on voit bien que les ressources dont l'Afrique a besoin pour cette industrialisation existent déjà. Il s'agit donc
d'exploiter ces ressources qui sont là, qui sont disponibles, qui sont parfois exploitées par d'autres, pas toujours à son avantage, d'apporter de la valeur, de créer des emplois. Et donc une des idées que je souhaite proposer, si je devais avoir la grande chance de présider aux destinées de cette organisation pendant les années à venir, c'est la création d'une agence de promotion de l'industrialisation. On sait que sous le mandat de M. Diouf, la francophonie politique a connu un succès étonnant, au point d'intégrer des pays anglophones, c'est-à-dire des pays qui ne parlent même pas la langue francophone. Est-ce qu'il ne serait pas temps, en préservant les acquis de cette francophonie politique, de la recentrer sur ses missions essentielles? Mais c'est quoi être francophone aujourd'hui? C'est pas forcément ce que c'était hier. Et quelle réflexion faut-il avoir? Quelle est effectivement, par exemple, la place du français? Il faut faire extrêmement attention. J'entends un discours qui croit que la francophonie a un avenir, que grosso modo du fait de la démographie, qu'il y aura de plus en plus d'Africains qui vont parler français, etc. Sans doute, mais ce n'est pas suffisant. Moi je suis pas aussi optimiste que cela. Il y a des offres concurrentes aujourd'hui, il y a des possibilités nouvelles, il y a des options. Et si la francophonie n'apparaît pas pertinente à la vie de nos jeunes, pour leur propre développement, pour leur épanouissement, pour leur accès à l'éducation, pour leur formation, ils vont s'en détourner. Ils iront faire des études de médecine en Chine, ils iront en Inde, ils iront ailleurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ne seront pas francophones parce que leurs pères ont été francophones. Ils seront francophones parce qu'ils vont sentir que c'est une valeur ajoutée dans leur vie. Or, c'est une vraie valeur. Et nous sommes en train de parler de la valeur économique, mais il y a bien sûr la valeur culturelle. Et ce n'est pas que la pratique d'une langue. Avec cette langue arrivent des valeurs qui sont réelles, qui sont attachées à la pratique de cette langue, qui vient de l'héritage de la Révolution française, qui vient que des traditions humanistes européennes. Tout ça provoque ce ferment que nous devons exploiter en cherchant à faire en sorte que ça répond aux attentes de nos populations, parce que nos populations ont une assez fausse image, ou parfois pas d'image du tout, de ce que c'est que la francophonie. Et c'est un autre aspect où j'espère pouvoir apporter une contribution aussi, parce que la francophonie a un déficit de communication. J'ai entendu au cours de cette tournée africaine plusieurs journalistes un peu sceptiques. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait la francophonie, à quoi elle sert, etc. Elle fait plein de choses, mais elle ne communique pas suffisamment sur ses réalisations. Alors je suis aussi un homme de communication, on peut se parler en confrère, je suis journaliste a priori de formation, et je sais qu'il faut communiquer, il faut que la francophonie soit lisible d'abord, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle soit audible, et il ne suffit pas de faire, il faut aussi faire savoir. Vous êtes candidat du gouvernement de Maurice à la succession d'Abdou Diouf. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de Maurice un exemple pour la francophonie? C'est quoi l'île Maurice? En quelques mots, c'est un pays qui, au moment de son indépendance, en 1968, est un des pays les plus pauvres de la planète. C'est un pays à $400 par tête d'habitant. C'est un pays à monoculture sucrière. Depuis 3 siècles, nous ne produisons que du sucre. À tel point qu'un expert avait dit un jour que l'île Maurice produit du sucre le matin et des petits le soir, parce qu'on avait aussi une démographie galopante. C'est un pays qui, à ce moment-là, a 40% de taux de chômage. C'est un pays sans aucune ressource naturelle. Ni le pétrole, ni les minerais, ni l'or, ni le diamant, rien du tout, sauf sa population, dont on ne disait pas encore que c'est la principale ressource d'un pays. Et ce pays est en plus un pays où, sur cette terre étroite de moins de 2000 km², cohabitent, se tolèrent plus ou moins
des communautés venues de toutes les parties du monde, de l'Inde, de l'Afrique, de Chine, d'Europe, qui parlent toutes les langues possibles et imaginables, où toutes les religions existent, au point que les plus grands experts, notamment des experts économiques, avaient dit c'est un pays improbable, c'est un pays qui n'a pas de possibilité d'exister, c'est pas un pays viable, il n'y a aucun des déterminants de la croissance, il n'y a aucune matière première, les marchés sont à 10 000 kilomètres, ils n'ont aucune expertise industrielle, ils ne font que du sucre, ils n'ont pas d'avenir. Ce pays a fait mentir ce pronostic catastrophiste, puisque quelques années après, le pays va accéder à l'indépendance et va développer une nouvelle stratégie axée précisément sur deux piliers. L'éducation, accordant la priorité absolue, même si c'est un pays pauvre, il fait de l'éducation gratuite pour tous, au primaire. Par la suite, ça va être également le cas pour le secondaire et le tertiaire, mais déjà, à ce moment, l'éducation devient gratuite pour tout le cycle primaire, et décide d'adopter une politique d'industrialisation. C'est-à-dire, on garde le secteur sucrier, c'est la vache sacrée, mais on diversifie dans l'industrie. Comment? Puisque nous n'avons ni capitaux, ni expertise, ni connaissance des marchés extérieurs, parce qu'à l'évidence, dans un petit pays comme le nôtre, à l'époque de moins d'1 million d'habitants, il n'est pas question de produire que pour le marché intérieur, ça n'aurait pas de sens. Il faut tout de suite s'intégrer à la mondialisation, chercher à produire pour les grands marchés européens, américains, c'est l'audace. Et comme nous n'avons pas d'expertise, comme nous n'avons pas de capitaux, qu'avons-nous fait? Nous avons été les chercher. Et c'est ce que je propose pour l'Afrique. Au cœur de vos priorités, il y a la jeunesse confrontée partout en Afrique au chômage et au rejet de l'autre, souvent pour des religions religieuses ou ethniques. Comment la francophonie peut-elle contribuer à sortir de cet enfermement? L'intolérance et l'indigence sont les causes centrales de nos violences, de nos haines, de notre incapacité à vivre ensemble. C'est même la raison pour laquelle je pense, moi, placer la question de la gestion, la bonne gestion des diversités, même en termes de priorité, avant celle de la bonne gouvernance. Parce que c'est la base. On ne peut pas avoir de cohésion sociale, on ne peut pas avoir de stabilité si nous ne sommes pas capables de vivre ensemble, malgré, en dépit de nos différences qui sont, somme toute, secondaires. Ces différences sont exacerbées par les problèmes économiques et sociaux. Donc il faut une attaque sur les deux fronts. Moi je pense d'ailleurs, c'est une proposition que je fais, de la création d'un observatoire de la diversité culturelle. On est focalisé sur les indices économiques, etc. Mais avant d'y arriver, il faut assurer la cohésion sociale, surtout dans des États qui, chacun sait dans quelles circonstances les frontières ont été créées, les problèmes que nous gérons aujourd'hui encore, qui ne sont pas toutes résolus et qui ne seront jamais tout à fait résolus. Mais cela n'empêche pas un vouloir vivre ensemble. Mais pour que cela se réalise, il faut que chacun y trouve son compte, que tout soit pareillement respecté, que les voix les plus faibles, les minorités, puissent se faire entendre, puissent être visibles, puissent avoir leur place dans nos sociétés. C'est possible. Et dans certains de nos pays, ce que nous présentons, ce que la presse internationale présente parfois comme des conflits strictement ethniques, ne le sont pas réellement. Ce sont d'autres considérations qui l'expliquent, et très souvent ce sont des considérations économiques, ce sont des considérations d'injustice sociale, d'exploitation économique, qui exacerbent les différences qui sont par ailleurs réelles. Donc moi je vais jouer sur ces deux piliers. D'abord, le respect de la diversité, qui est la mission première de la francophonie, et là encore,
le petit pays que l'île Maurice apporte un témoignage que cela est possible, à tel point que on a parlé de Maurice comme un miracle de la coexistence pacifique, par la suite pour parler de miracle économique. Mais d'abord, le miracle économique a été possible parce que les Mauriciens ont pu apprendre à vivre ensemble en bonne intelligence. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des conflits, des rapports de force, il y en a. Mais quand il y a la volonté de vivre ensemble, on développe comme une espèce de génie de résolution des conflits. Une nation forte, c'est pas une nation où il n'existe pas de conflit. Où est-elle, cette nation? Je ne la connais pas, moi. Il y a des conflits, il y a des heurts, mais avons-nous la capacité de les résoudre? Avons-nous la volonté de les résoudre? C'est possible, c'est faisable. Mais c'est possible et faisable que dans une société apaisée. En Afrique et dans le monde, nous savons que le plurilinguisme est la condition d'une francophonie ouverte. Parce que le français n'est pas seulement parlé qu'en Afrique, même si les pays africains sont les plus nombreux. On la parle au Vietnam, au Japon, en Chine. Plusieurs pays s'y intéressent. Mais pourtant, le fait de parler de plurilinguisme heurte parfois certaines personnes qui ne comprennent pas que la francophonie puisse parler de plurilinguisme alors qu'on ne parle que de la langue francophone. À votre avis, pourquoi cela est-il mal compris? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que les gens entendent par plurilinguisme? La francophonie doit être ouverte, doit être universelle, doit être dynamique et ne doit pas être frileuse à l'égard des autres aires linguistiques. Et c'est peut-être là aussi une expérience mauricienne à partager, parce que nous sommes à la fois anglophones et francophones. Et nous n'avons aucun problème avec les langues. Nous pratiquons les langues de manière totalement décomplexée. Nous passons d'une langue à l'autre sans problème, sans difficulté, sans état d'âme. Et parce que nous pensons que c'est un outil. Alors la francophonie est présente sur tous les continents. Je crois que c'est une valeur, c'est une force, et qu'il faut la conserver. Et ceux qui veulent se joindre à cette belle idée de la francophonie, qui n'est pas seulement la pratique d'une langue, mais aussi des valeurs que nous partageons, sont les bienvenus. Mais il faut qu'il y ait quand même, sans cesse, un attachement à ce qui fait l'identité de la francophonie. Je ne sais d'où vient l'idée que la francophonie a pu être et voudrait être une tentative d'imposer une langue au détriment des langues nationales et des langues maternelles notamment, mais pas du tout. La francophonie est une organisation qui veut promouvoir toutes les langues, au contraire, qui se bat pour empêcher la disparition des langues, et c'est une vraie menace. Des langues disparaissent au fil des années, et la francophonie travaille au contraire à la protection, à l'épanouissement de toutes ces langues. Mais elle cherche aussi à s'assurer que, comme disait le président Senghor, le français, c'est la branche sur laquelle nous sommes tous assis, et donc c'est le ciment, c'est le socle, c'est ce qui nous permet de nous connecter au plus vaste monde, aux côtés d'autres langues. Nous ne sommes pas en guerre avec la langue anglaise ou autre. Nous voulons toute la place de cette langue qui est parlée sur les 5 continents, qui est riche, qui a une histoire, et qui veut être la langue de l'avenir, et qui peut l'être aussi dans les sciences, et dans le monde numérique. Il faut donc communiquer davantage, parce que cette perception, elle est fausse. Elle ne correspond pas à la vérité de l'action de la francophonie. Maintenant, il s'agit aussi peut-être de mener quelques actions grand public. Il faut que la francophonie soit une francophonie hors des murs parisiens. Il faut qu'elle aille davantage vers les populations, qu'elle puisse dialoguer avec les jeunes, répondre à ces interrogations. Il faut qu'elle cesse d'apparaître comme une organisation institutionnelle qui se réunit en sommet une fois tous les 2 ans et organise quelques grandes messes. Et il faut qu'on puisse aussi parler, y compris poser ouvertement
et publiquement les questions qui fâchent. Quand il y a une perception quelque part que la francophonie s'éloigne de sa mission, il faut qu'on puisse en parler, il faut que ces questions soient ouvertement discutées. Et donc l'élément de communication est aussi absolument indispensable. Il faut qu'on se rapproche de la société civile, il faut que l'institution puisse compter sur des relais efficaces, et il faut que ces organisations soient soutenues, que l'institution voit en elles des partenaires qui peuvent porter le message, parfois de manière beaucoup plus efficace que la grande institution qui apparaît aux uns et aux autres comme étant distante, élitiste. Non, elle ne l'est pas, mais il faut qu'elle en fasse la preuve quotidiennement. Vous proposez également un observatoire francophone de la diversité culturelle. Pourtant, les partisans du développement économique ont souvent tendance à minorer l'importance du fait culturel. N'y a-t-il pas une contradiction dans cette proposition? Pourquoi n'avons-nous pas de stabilité dans beaucoup de nos pays, à raison de cette crise d'irrespect, l'intolérance, l'incapacité de vivre ensemble avec le voisin. Et donc, c'est la base de tout. L'économie ne sera pas possible si on n'arrive pas à créer les conditions propices à son développement. Les conditions propices, c'est quoi? C'est attirer les investisseurs locaux et internationaux. Qui sont ceux qui vont créer les emplois? Si souvent dans le monde francophone, j'entends pas suffisamment le mot entrepreneur, le mot secteur privé, alors que de ce point de vue, les anglophones sont très pragmatiques. Ils vont les chercher, ils déroulent le tapis rouge, ils les encouragent, ils les soutiennent. C'est ce que nous devons faire. Mais le préalable, la condition sine qua non, c'est la paix, la tranquillité, la stabilité. Là-dessus, nous développons un état de droit, une démocratie ouverte, transparente, et nous créons les conditions, donc, pour que les industries s'installent, se développent, prospèrent, créent de la richesse, créent des emplois. Tout est un tout. Je ne fais pas une différence entre un aspect et l'autre. Et l'économie c'est transversal, parce que si vous voulez réussir l'industrialisation, il vous faut une nation apaisée. Il vous faut des institutions fortes, il vous faut la paix sociale, il vous faut des règles de bonne gouvernance, il vous faut un état de droit qui respecte les biens. Donc, par le biais de l'économie, nous allons atteindre tous ces objectifs. Et ça se fait, ça se fait de plus en plus, et ça se sait que c'est la voie obligée. Donc, mais il faut travailler sur tous les tableaux. On a perdu du temps. Et on n'a pas le temps. La Côte d'Ivoire sort d'une crise politique qui a été accompagnée d'un effondrement économique, à tel point que les observateurs, dans le courant de 2011, ne voyaient pas de possibilité de redressement économique pour la Côte d'Ivoire avant l'horizon 2020. Alors nous sommes simplement 3 ans après et le redressement économique est là. Ce qui manque désormais, c'est ce que disent l'ensemble des analystes, c'est l'amélioration de l'emploi et des salaires. La francophonie telle que vous la préconisez, peut-elle aider à y parvenir? Il faut du travail pour les Ivoiriens. Je vois qu'ils se plaignent de la cherté de la vie. L'État ne pourra rien sur le prix du pétrole ou sur le prix des articles qui pourraient. L'État ne peut pas faire baisser les prix. La Côte d'Ivoire n'aurait pas les moyens de le faire. Par contre, l'État peut, par sa politique d'industrialisation, de création d'emplois, donner les moyens aux Ivoiriens de se payer ces articles, d'avoir les moyens d'accéder à ces biens. La première industrie de la zone franche mauricienne, vous savez c'est quoi? Nous étions exportateurs de trous. Oui. C'est une petite entreprise qui a commencé petite, qui est devenue grande, qui s'appelait Micro Jewels, qui faisait venir de la Suisse des rubis pour les perforer, ce qui est un travail extrêmement minutieux. Et il y a toute une entreprise qui est née
de la nécessité de perforer des rubis qui sont utilisés en horlogerie. Et ce sont des petites mains mauriciennes qui ont percé des milliers de trous dans des rubis. Et donc, le seul produit qu'on exportait, c'était un trou dans un rubis. C'est fabuleux quand on y pense. Donc, de ce que la créativité humaine peut faire. C'est le premier produit d'exportation de l'île Maurice industrielle dans les années 70. Et il faut aller dans cette direction. Et dans un pays béni comme la Côte d'Ivoire, le sol, le sous-sol, la population, écoutez, si vous ne réussissez pas, vous n'aurez qu'à vous prendre à vous-même. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin de la francophonie. C'est vous qui pouvez apporter le témoignage de votre réussite à la francophonie.